On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du cerveau 2023. Psychiatres et addictologues ont décidé d'aborder, autour du film Drunk de Thomas Vinterberg, les questions sur les dangers des addictions. Ce que vous allez écouter est donc un échange au Cinéma Luxe entre les spectateurs et, comme le hier, Nicolas Cabé et Anne Spitel. Merci à eux, bonne rencontre à vous. Je crois que c'est indispensable de préciser que la théorie du film, là, selon laquelle présente un déficit de 0,5 g d'alcool par litre de sang, c'est un peu des bullshit. C'est en fait alors le réalisateur Thomas Vinterberg, il s'est inspiré des travaux de Finn Skårderud, qui lui est un authentique psychiatre norvégien, donc qui a travaillé en addictologie, dans les troubles du comportement alimentaire également, et qui effectivement dans une préface d'un de ses livres avait dû écrire que après avoir consommé 1 ou 2 verres d'alcool, on se sentait bien et que du coup il était peut-être normal de se dire que l'homme présentait un déficit de 0,5 g par litre d'alcool par litre de sang. Ça l'a plutôt desservi dans sa pratique, puisqu'après du coup tout le monde est venu lui dire mais qu'est-ce que c'est que ça, vous êtes addictologue et vous dites qu'on est en manque d'alcool tout le temps, donc voilà. Donc il a pu démentir ça dans d'autres travaux d'ailleurs. Je me demandais si peut-être l'un d'entre vous avait envie de commencer, peut-être par donner un ressenti. Est-ce que certains l'avaient déjà vu avant ? Pour certains, c'était une deuxième visionnage, ouais. Je sais pas si vous l'avez perçu de la même manière que la première fois. Mieux aimé la deuxième fois. Moi aussi. Ouais, moi aussi, moins indigné. Je sais pas si vous voulez commenter. Oh, tu as l'air d'avoir envie de commenter, Angèle. Si, je le vois. Surtout que tu connais un peu ces profils-là. Alors oui, j'ai mieux aimé la deuxième fois. Je suis toujours autant déstabilisée par cette fin. Ouais. Voilà, mais je l'accueille mieux peut-être que la première fois où je suis restée. Ah bah non. Voilà. Non, c'est la deuxième fois que je le vois aussi. J'avais déjà beaucoup apprécié, je l'aime toujours autant. Et non, moi je suis toujours un peu surprise, ça me fait un peu l'effet inverse. Ça me donne plutôt envie d'aller boire un verre. Et on a presque l'impression, il pousse plutôt à la consommation. J'ai envie de dire presque, heureusement il y en a un pour qui ça se passe mal. Autrement, on se dirait c'est vraiment génial. Et non, mais moi je comprends. On a, je crois, tous eu cette espèce d'impression de. Est-ce que c'est la fin qui nous rend comme ça de ce film ? On se dit tiens, allons tous au bar. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu un ressenti complètement inverse. Ou... On peut vous dire comment nous on l'a perçu peut-être ? On n'est pas tous d'accord, alors je crois que. C'est ça qui est intéressant. Je sais pas, tu veux commencer comme parce que toi tu l'avais vu. Moi je l'ai vu 2 fois en 3 jours. Moi ça va être la 4e fois là que je le vois, donc effectivement il y a plein de choses qui se rajoutent à chaque visionnage, à chaque projection. Je trouve quand même si on s'était arrêté à l'enterrement, ça n'aurait pas été la même chose. À chaque fois, je me dis, là, on s'arrête à l'enterrement, il n'y a pas le côté un peu populaire. Mais ça aurait été mieux ou moins bien, du coup ? Ça, c'est pas mieux, moins bien. J'ai pas de point de vue moral, en tout cas. Moi, j'ai un point de vue d'addictologue. Je pense que ça aurait été moins bien. Parce que du coup, on aurait eu une fable morale intéressante en soi. Mais ça n'aurait pas, à mon avis, mis en exergue comme ça toute la difficulté, toute la complexité que peut avoir la consommation d'alcool. Avec un film assez terrible, finalement, qui finit... avec une explosion très positive, qui peut choquer, effectivement, légitimement, mais qui est un véritable reflet de ce qu'on voit, nous, dans notre pratique avec des patients qui consomment de l'alcool, puis on pourra développer après par rapport au cerveau aussi, qu'est-ce que cette fin peut éventuellement illustrer. Mais je trouve que justement, c'est bien de nous mettre face à cette espèce de conflit qu'on peut tous avoir, que la société a aussi, d'un produit qui détruit, puis à côté d'un produit qui a l'air de tout effacer, et de permettre de repartir comme en 40, avec la génération suivante, et même qu'éventuellement les récemment sevrés qui se remettent allègrement dans les produits. Moi, je l'ai vu pour la première fois dimanche soir, sur un tout petit écran. Alors, ça joue peut-être en version française, ça joue peut-être aussi. Et je suis sortie un peu indignée en me disant que vraiment, ça faisait l'apologie de la consommation d'alcool, que on voyait pas grand-chose des effets négatifs. On s'est vu tous les 3 lundis pour discuter du film. Je comprenais pas toutes ces Festival de Cannes, je sais plus quelle récompense, enfin plein de récompenses. Je comprenais pas trop, voilà. Je trouvais que ça représentait pas bien. On mettait surtout en avant les aspects positifs, une consommation qu'on faisait croire contrôlée. Et là, en le revoyant ce soir,
eh bien, j'ai plus vu les aspects négatifs au final. C'est assez amusant. Des choses que j'avais pas repérées, où en fait le prof de sport, il consomme à boire, en fait avant, hein, ouais. Il est pas toujours très clean quand il arrive au boulot. Il y avait des choses que j'avais pas forcément perçues au départ et que j'ai mieux vu là. Donc j'ai mieux, ou je sais pas. En tout cas, j'ai plus vu les aspects négatifs lors de. Et tu m'avais dit lundi, il faut que tu le revoies. Donc voilà, c'est fait. Et par contre, je comprends toujours pas. Je suis comme vous la fin. Enfin non, comme vous. Alors là, franchement, la fin. À chaque fois, j'attendais à ce qu'il tombe, quoi, qu'il se vautre, qu'il soit ridicule ou je sais pas. Pas du tout. Ou qu'il aille voir sa femme. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Moi, je me suis dit que, justement, quand on en parlait lundi, au final, sa femme qui lui écrit, il va pas la voir, quoi. Il va boire avec des étudiants. Je sais pas si c'est une fin très positive, quand même. Mais pourquoi on le montre absolument brillantissime dans cette danse incroyable? Je sais pas s'il a été doublé ou pas, mais il danse hyper bien. Ouais, il est hyper beau, mais en fait, il va pas voir sa femme. Bah ouais. Moi, c'est ce que je me suis noté en regardant, parce que moi, pour le coup, je suis tout frais. Hein. Je l'ai pas regardé avant, je regarde donc du coup, je suis avec vous dans ce visionnage. C'est ce que je me suis dit, effectivement, c'est ce que j'ai noté. Il se retrouve à boire face à l'eau qui a englouti son ami, et il boit plutôt que de retourner voir sa femme qui vient lui envoyer un message extrêmement porteur sur une possible réconciliation. Alors même que l'alcool était l'objet de la séparation, et qu'il sait très bien que s'il y a des ivresses, ça va remettre en cause la relation. Bonsoir. Oui, justement, là, il profite de l'instant T. Sa femme, il va pouvoir aller la voir après. Là, l'instant T, c'est les étudiants, la fête, donc l'alcool festif, pardon. Et donc, il profite avec ses étudiants pour après, repartir dans sa vie familiale. Et comment vous pensez que sa femme va recevoir le fait qu'il est reconsommé comme ça massivement avec des étudiants? Sachant qu'on voit pas la Alors fin, même qu'il on voit pas la fin recevait de la un scène, petit mais là, texto plutôt sympa. On manifestement, n'a pas vu la quantité réelle qu'il a bu. Il se jette à l'eau quand même. On a vu les bouteilles sur la table. Non, on n'a pas vu la quantité réelle qu'il a bu. Je sais pas, moi je le Non, vois mais faire, lui-même, je le vous vois l'avez faire vu Tarzan sur le bus de ses étudiants. Non, mais c'est même Se jeter à l'eau devant ses étudiants. Je pense qu'il est quand même quelques pas là, grammes. c'est en fait l'instant T, il profite du moment. En fait. Alors ça peut s'interpréter d'un point de vue neuropsychologique. Là, je prends la casquette de chercheuse. En fait, quand les personnes qui présentent un trouble de l'usage d'alcool, donc ça, je vous parle des travaux de la recherche, hein, les travaux sur le cerveau, montrent que ces personnes développent des troubles cognitifs. Il y a des atteintes cérébrales qui sont réversibles, c'est-à-dire quand les patients restent 6 mois, 1 an et davantage, boire de l'alcool, ça, le cerveau récupère et le fonctionnement cognitif aussi. Mais ces patients présentent un trouble de la prise de décision. C'est-à-dire, donc nous on l'évalue, alors pas comme ça, hein, on l'évalue avec des tâches expérimentales en laboratoire, et on voit qu'en fait, ces personnes qui ont un trouble de l'usage d'alcool, ce qu'on appelait avant les alcooliques, les alcoolodépendants, donc des sujets qu'on a inclus qui étaient en service d'addictologie, ces personnes, elles ont des difficultés à prendre des décisions qui nécessitent de différer la récompense. C'est-à-dire qu'elles sont dans la récompense immédiate et elles sont incapables de voir à plus long terme. On appelle ça dans notre jargon une myopie du futur. C'est-à-dire que comment, à court terme, on va pouvoir être heureux, se satisfaire, prendre une décision qui va nous satisfaire à court terme, sans envisager potentiellement les difficultés ou l'impact à plus long terme. Et pour moi, là, il est clairement dans une situation de prise de décision. Et pour moi, avec mon regard, de femme, de psychologue, de tout ce que vous voulez, il prend pas la bonne décision parce qu'il n'en est pas capable cognitivement, en fait. Donc là, il cumule les effets aigus et chroniques, en plus. Donc double peine. Mais on peut aussi avoir une lecture cognitive et neuropsychologique, en fait, de cette décision-là. J'ajouterais qu'après, au niveau addictologique, on raisonne beaucoup en termes de valeurs propres à l'individu. Cet homme-là, il a quand même une valeur famille qui a l'air assez importante. Là, il a une opportunité de récupérer une relation avec sa femme, et on voit qu'effectivement, il est dans cette myopie du futur qui est manifeste sur cette scène-là, à choisir une récompense immédiate, aux dépens finalement de quelque chose de beaucoup plus durable qu'il pourrait avoir. Vous me dites, il profite de l'instant, il pourra voir sa femme après. Je renverse l'argument, il pourrait aller voir sa femme, il fera la fête avec les étudiants toute l'année puisqu'ils passent leur temps à courir autour du lac avec leur caisse de bière. Là, peut-être que pour lui, dans son schéma, dans ses valeurs, dans les choses qui sont importantes pour lui, l'urgence, c'est de récupérer sa femme. Et on voit bien qu'il passe à côté de ça pour... Alors effectivement, on ne peut pas compter les unités d'alcool sur cette scène-là, mais néanmoins, j'ai jamais vu des profs faire les Tarzans comme ça sur des bus, à moins d'être très alcoolisés. Donc on peut imaginer, le film nous le montre pas, nous laisse ce doute-là, mais on peut imaginer que il va peut-être rentrer très alcoolisé. On a vu à quel point l'alcool pouvait le rendre impulsif, même parfois violent. On ne sait pas du tout ce que peut donner finalement, ce que peuvent donner les prochaines heures, où une fois qu'il sera sorti de l'eau à 2,5 grammes,
qu'est-ce qu'il peut écrire à sa femme, qu'est-ce qu'il peut faire, ça, on n'en sait rien. En tout état de cause, probablement, la probabilité qu'il fasse des choses qui soient pas favorables à sa vie de couple est quand même plus élevée que l'inverse. Non, j'interviens juste parce que je trouve qu'on le diabolise un petit peu. Et justement, sa femme avait dit que l'alcool n'était pas le problème quand ils se sont fâchés. Et qu'est-ce que j'ai dit aussi La récompense, la récompense, ce serait de... Voilà. Et en plus, il habite pas avec sa femme. Donc, de toute façon, s'il rentre bourré, c'est peut-être pas très grave. Et que la récompense immédiate n'aurait-elle pas été justement qu'il court vers la récompense d'avoir réussi à regagner le cœur de sa femme. Je vais revenir sur le mot diaboliser, puisque ça impliquerait qu'il y a un jugement moral qui est porté sur le comportement. C'est pas spécialement le regard qu'on a apporté en tant qu'addictologue, en tant que soignant de santé mentale ou même en tant que chercheur. Finalement, les gens font ce qu'ils veulent, ils prennent leurs décisions. Là où la maladie addictive s'exprime, c'est justement dans la perte de contrôle que les gens peuvent avoir sur leur comportement de consommation. Et là, en l'occurrence, dans cette scène, je suis pas en train de dire qu'il aurait dû ou pas dû consommer. C'est plus que dans le cadre d'une maladie addictive, qui est une maladie chronique du cerveau en lien avec l'environnement de la personne, il a vraisemblablement perdu une partie de ses capacités à contrôler sa consommation. Et donc, d'une certaine manière, la liberté de choisir entre je consomme avec les étudiants ou je vais voir ma femme. Après, oui, on peut tout imaginer qu'il va dormir chez son cousin et que du coup, sa femme verra pas qu'il a bu, mais enfin, on a bien vu ce qui s'est passé au tout début. Sa femme, elle a pas vu qu'il buvait au début. Et finalement, l'escalade des consommations a amené à une révélation. D'ailleurs, le fils le dit bien, tout le monde le sait que tu bois trop, papa, parce que l'alcool a aussi cette manière de maintenir la personne dans une espèce de bulle qui lui fait croire que personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. Donc je porte pas de jugement là-dessus, j'ai pas à dire si c'est bien ou si c'est mal ce qu'il fait à la fin. Ce que j'observe juste, c'est que dans les priorités qui sont les siennes, par rapport aux valeurs qui sont les siennes, si on les hiérarchise, évidemment je peux pas garantir ça puisque j'ai pas vu en entretien, mais là il rate manifestement une occasion de récupérer quelque chose qui est extrêmement important pour lui. Puis on voit bien cette perte. Pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Mais non, mais en fait, moi, c'est la deuxième fois que je le vois et j'ai pas le sentiment qu'il parle à sa femme, en fait, à la fin. Quand il reçoit des messages qui lui disent « tu me manques beaucoup », et après, le message qu'il renvoie, c'est Tommy pense que ça roule pour toi et moi ». J'ai l'impression qu'en fait, il parle à une sorte d'idée de l'alcool, en fait. Pourquoi, soudainement, on a des échanges de sa femme qui sont présentés comme ça, sous forme textuelle c'est curieux, je trouve. Et du coup, je suis pas sûr qu'il parle à sa femme. Et effectivement, à aucun moment donné dans la fin, on a la confirmation qu'il reçoit des SMS, en fait. Alors, c'est une interprétation que j'avais pas eue. Effectivement, moi, j'étais resté sur le fait que Tommy lui dit « je roule pour toi » et Anneka, je crois. Anneke. Et du coup, il renvoie c'est la dernière chose qu'il lui dit, en fait. Je suis d'accord que l'échange est un peu curieux, mais peut-être que c'est le danois qui passe pas bien dans la traduction. Après, on voit qu'effectivement, il reçoit concrètement des SMS, donc a priori, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination, mais pourquoi pas, après tout, ça peut être une interprétation un peu plus poétique ou philosophique de ces messages-là. Moi, il y a autre chose qui m'a interpellé Je suis ici. Bonsoir. Il y a autre chose qui m'a interpellé dans cette fin, c'est que c'est pas seulement cet échange avec sa femme, ou pas, on ne sait pas trop. C'est pas seulement la fête avec les étudiants, c'est aussi un deuil. Il vient d'enterrer son ami et il décide, pour lui rendre hommage, d'aller au restaurant et c'est là qu'il commence à boire. On a discuté de ça lundi, justement, avec Com. Oui, c'est quand même pas rien, quoi. Alors, je dis pas que c'est une bonne idée de faire un deuil avec l'alcool, mais c'est quand même une béquille qui peut aider. Ça me paraît pas anodin comme chose. Voilà. Oui, tout à fait. Surtout que le lien est pas facile. Enfin, le lien entre le décès, la chute, le suicide, on sait pas trop du prof de sport et l'alcool est pas direct, mais quand même très. Voilà, il monte sur le bateau, il arrive pas à mettre son gilet de sauvetage. J'ai pas vu ce détail la première fois, mais bon, il est clairement bourré quand il monte sur le bateau. Donc, est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a pris un coup de baume? Est-ce qu'il a sauté? Toi, tu as, dans son dernier message à son ami quand il ferme la porte, tu as vu le au revoir, je vais me suicider. Voilà, que j'avais pas vu la première fois non plus. Mais bon, on peut clairement faire le lien quand même entre le décès et l'alcool, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est très inscrit dans notre culture. Je veux dire, il y a une campagne récente de prévention qui était, est-ce que c'est pas curieux de souhaiter santé aux gens en trinquant avec de l'alcool, qui est un produit éminemment nocif pour le corps, qui présente des risques en tant que tel. Et pareil, pour les enterrements, il y a quand même régulièrement, après les enterrements, des temps où les gens boivent de l'alcool. Donc,
Là, pour le coup, je lui ferai pas ce reproche-là d'être dans quelque chose qui est très culturellement Il ne faut pas inscrit. que boire. Avec ce repas dans un restaurant où vous avez passé un très très bon moment. Ça montre bien par contre à quel point ce produit très particulièrement est extrêmement ancré dans nos pratiques culturelles et qu'il est indissociable d'événements festifs comme d'événements beaucoup plus dramatiques. Peut-être plus une remarque, mais qui peut-être vous fera réagir aussi. Moi, ce que je trouve très frappant à la fin, c'est qu'il danse en fait pendant tout le film. Ça revient plusieurs fois qu'il devrait danser et qu'il ne danse pas. Et en fait, moi, je la trouve assez juste la fin. Et c'est pas qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien. C'est moi, pour le coup, je la trouve assez juste. Et pour le coup, je la verrais aussi de manière un peu plus métaphorique. C'est certainement sa femme qui lui écrit ou c'est pas sa femme qui lui écrit, mais en tout cas, c'est pas tellement la relation qui compte, c'est le fait qu'elle lui donne ce qu'il a pas. Il l'a plus, et puis elle lui redonne. En tout cas, il s'imagine qu'elle lui redonne. Et à ce moment-là, il est dans un état d'euphorie. Et pour moi, c'est cette euphorie que ça décrit, et qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah non, évidemment, on les voit bien, les conséquences de l'alcool. Moi, je trouve qu'on les voit beaucoup si on a ce prisme-là, c'est-à-dire si on est sensibilisé au fait que ça peut avoir ces conséquences-là, on les voit tout à fait, les conséquences de l'alcool. Et si on les voit pas, c'est que peut-être on n'y a pas encore été suffisamment sensibilisé. Mais pour le coup, moi, je trouve qu'elle est assez juste, cette fin, parce qu'elle montre effectivement qu'au moment où il récupère ce qu'on lui avait enlevé, il est pris par l'euphorie et pas par la réalité de ce que ça implique, en fait. Et à cet égard-là, je trouve que justement, la fête, elle est décrite de manière très juste. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça souligne vraiment bien. C'est pour ça que moi j'aime plutôt bien cette fin finalement. Heureusement que ça s'est pas arrêté un peu avant sur l'enterrement, parce que justement ça vient souligner ce contraste entre une euphorie qui ne peut plus être vécue sans le produit. On peut être euphorique sans alcool aussi. On peut danser sans alcool accessoirement. Et puis alors le côté très antinomique, je trouve, d'aller célébrer la récupération de quelque chose qui, quoi qu'on en pense, quoi que la femme en dise, le déclencheur du point de la rupture, c'est quand même l'alcool qui a été le facteur décompensant final d'un processus beaucoup plus long, ça je suis tout à fait d'accord, qui a duré sur 10 ans. N'empêche que le point de rupture, il a été lié à l'alcool. Donc il y a quelque chose de très paradoxal finalement à célébrer avec le produit qui a causé la rupture, le fait de récupérer de cette rupture. Voilà. Encore une fois, pas de jugement de valeur. C'est le contraste que je trouve intéressant, le paradoxe. Oui, puis je trouvais ça assez juste que vous disiez, je crois que c'est dans le film qu'ils disent que le monde n'est jamais tel qu'on l'imagine. C'est en train de dire quand on n'est pas forcément sensibilisé, on peut ne pas voir ce genre de choses. Voilà, je trouvais que c'était justement dit qu'on ne voit pas tous les mêmes choses. Moi, je me demandais également, est-ce que ils sont addicts en fait ou pas, ces 4 protagonistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez votre avis, ça je le sais. Mais est-ce que vous avez un avis sur ces 4 personnages? D'un point de vue plus technique, est-ce qu'on est génétiquement programmé à être plus ou moins sensible à l'addiction, que ce soit l'alcool ou la cigarette ou d'autres choses? Alors, ça rejoint une question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que tout le monde peut devenir addict finalement? Quels sont les niveaux de risque? Aujourd'hui, ce qu'on sait dans les études, c'est que on est plutôt sur un modèle vulnérabilité-stress, c'est-à-dire qu'on a des facteurs de vulnérabilité qui suffisent pas en soi à déclencher une addiction et qui, par contre, en réaction à des facteurs de stress, vont éventuellement faire basculer dans la maladie addictive. Puisque vous parlez de la génétique, très spécifiquement, ça a été étudié notamment par des études de jumeaux. Donc on a pris les chercheurs à l'époque ont étudié des vrais jumeaux et faux jumeaux qui avaient été séparés à la naissance, pas pour la recherche, mais pour des raisons de parcours de vie. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que lorsqu'un des jumeaux était atteint d'une addiction, le risque pour le vrai jumeau était beaucoup plus important que pour le faux jumeau. Et il y a eu toute une série d'études qui ont été faites comme ça et qui ont pu estimer que la part génétique de l'addiction était autour de 40%. Alors ça paraît beaucoup. Ça veut quand même dire qu'il y a 60% des facteurs de vulnérabilité qui ne sont pas génétiques. Alors ça, après, on va aller regarder du côté des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire la manière dont le génome est lu par les protéines qui vont générer ensuite les autres protéines à partir de l'ADN, justement. On a des facteurs liés à l'environnement, au développement aussi, toute une série de facteurs, en fait, que je vais peut-être pas vous lister là aujourd'hui parce que c'est pas un cours d'addictologie, mais si vous voulez, on peut détailler, qui vont finalement générer un niveau de risque initial. Et en ça, du coup, je pense qu'il faut vraiment considérer l'addiction comme une maladie, puisque il y a une forme de loterie quelque part là-dedans qui fait qu'à consommation égale, certains vont devenir addicts et d'autres non.
Et ça, je pense que c'est un des premiers éléments en termes de déstigmatisation de nos patients, c'est de leur dire c'est pas un choix d'être addict. Personne ne choisit de devenir addict à un produit ou à un comportement. Là, il y a bien toute une part qui ne nous appartient pas, qui relève des facteurs de vulnérabilité. Ensuite, il y a une responsabilité en tant qu'individu, c'est celle de se soigner si on pense que c'est quelque chose qui est utile pour soi. Et à ce moment-là, il y a des soins qui peuvent être proposés. Mais en tant que tel, moi, je dis toujours à mes patients, je suis pas spécialement fier de pas être fumeur. C'est juste que j'ai eu la chance de pas avoir des facteurs de vulnérabilité qui m'ont fait déclencher une addiction au tabac quand j'ai fait ma première cigarette au collège, comme à peu près tout le monde. Je sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Si je peux ajouter la particularité de l'alcool, c'est que, en plus de ce que vient de dire Nicolas, c'est que les consommations chroniques, excessives et répétées de l'alcool vont entraîner des modifications du cerveau, parce qu'on est la semaine du cerveau, vont entraîner des modifications du cerveau et des modifications, je n'ai pas bu, cognitives, qui vont entraîner, c'est un cercle vicieux en fait, une moindre capacité à contrôler ses consommations. C'est-à-dire que plus on boit, moins on est à même de contrôler ses consommations. Et donc, plus on a risque de continuer à boire, etc. Donc, le rôle de l'addictologue, du chercheur en neurosciences cliniques que je suis, c'est d'essayer de faire en sorte d'arrêter ce cercle vicieux pour, à un moment, redonner aux patients les capacités cognitives ou en tout cas de pallier à ces troubles cognitifs pour être en mesure d'arrêter les consommations. Parfois, ils ne sont pas cognitivement capables d'arrêter de boire, cognitivement capables d'être motivés à boire, cognitivement capables de prendre la décision d'arrêter de boire, etc. Donc c'est toute une lecture cognitive de ce trouble, qui est un peu la spécificité canaise, l'expertise canaise, qui fait qu'on envisage ce trouble pas comme étant un patient qui est juste, entre guillemets, pas motivé, qui a pas envie. C'est juste que cognitivement et cérébralement, c'est prouvé ça scientifiquement, hein, il peut pas être motivé, il n'a pas les ressources pour l'être. Et plus il va boire, moins il va l'être. Donc on est vraiment un cercle vicieux. C'était plutôt pour répondre à la question de Com. Est-ce qu'ils sont addicts, ces quatre copains? Et c'est vrai qu'il y a des fois où on se pose la question quand il y a plein de fois où, par exemple, quand il part en week-end avec ses enfants, on se dit est-ce qu'il va picoler? Bon, à la fin, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de boire autour du feu. Est-ce que c'est du Oui, vin? la première fois, je n'avais pas vu ça. Et là, Ouais. j'ai vu qu'il y avait un truc un peu jaune, enfin un peu rouge-marron quand même, hein, Ouais. dans le verre. Ouais. Et je me posais quand même la question. Bon, il n'a pas l'air non plus d'être dans la recherche. Ils ont pas l'air d'être dans la recherche perpétuelle de la consommation. Ça dépend. Enfin, les quatre ne sont pas égaux face à ça, mais parfois, je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'ils ont vraiment est-ce on n'a pas trop vu de signes de sevrage ou de signes de manque, sauf si j'ai mal regardé le film, je sais pas trop. Non. Ce que vous Après, en il y a plusieurs choses intéressantes. Les signes de sevrage de manque, il y a une histoire de temporalité. On en discutait entre nous. J'imagine que tout ça, on n'a pas beaucoup. C'est pas daté, mais c'est pendant une année scolaire. Donc, on est quand même sur un phénomène temporalité très très courte. Hein. Les patients que vous voyez en addictologie, ils arrivent en addictologie après, généralement, pour que ça ait des conséquences vraiment importantes, etc. Des années, voire une dizaine d'années, voire. Autre élément, je pense que Com et Nicolas pourront rebondir, c'est l'hétérogénéité et le fait que sur 4, il y en ait un qui développe un trouble sévère, qui va décéder. Les 3 autres, on a moins d'informations. Par contre, pour Martine, le héros, Martin, il y a quand même ce que Fouquet, français, disait, la perte, c'est un vieux truc, mais la perte de la liberté de s'abstenir de boire. Il y a 2 fois où il essaie de refuser quand même. 2 fois où il veut pas boire. Et puis, en fait, ça fonctionne pas parce qu'il y a une pression sociale, parce qu'on sait pas pourquoi. En tout cas, 2 fois, il a perdu cette liberté de s'abstenir de boire. Sur la question. Oui, je suis désolé. Bonsoir à tout le monde. Et ce que je voulais dire, il y en a au moins, justement, un des 4 qui, apparemment, il y a certains traits, il y a certains moments du film qui le trahissent et qui peuvent laisser penser qu'il est addict. On le voit à un moment, il a décidé dans une soirée de ne pas boire du tout et on voit sa main qui hésite, qui va, qui revient et qui peut vouloir dire qu'il a quand même perdu le contrôle de sa consommation puisqu'en réalité il finit par consommer quoi. Au départ il est décidé à ne pas boire d'alcool et à la fin il en boit malgré tout. Donc je pense que au moins il y en a au moins des 4 qui a un vrai trouble de l'usage et qui a perdu le contrôle quoi de sa consommation.
Merci pour cette remarque. Je voulais juste faire un petit point sur le diagnostic. Stricto sensu, un diagnostic d'addiction, c'est 12 mois de continu de symptômes. Donc là, si ça se passe sur une année scolaire, on pourrait pas forcément poser le diagnostic d'un point de vue strictement médical, selon la classification américaine des maladies mentales. Ce qui montre bien que l'addiction, c'est pas juste un moment où on boit beaucoup parce qu'on n'est pas bien. C'est bien un phénomène qui s'installe dans la durée, c'est une maladie chronique. C'est ce qui permet aussi de différencier un phénomène addictif qui va justifier des soins addictologiques de phénomènes plus réactionnels qui vont peut-être justifier plutôt un accompagnement psychologique ou éventuellement un suivi psychiatrique s'il y a une pathologie psychiatrique. Et ça, c'est important parce qu'il y a une grande tendance dans la société à tout addictologiser. Tout devient une addiction. On est addict aux écrans, on est addict à plein de trucs, au chocolat, tout ce qu'on veut. Il faut quand même faire la part des choses. L'idée, c'est pas qu'on pathologise tous les comportements compulsifs, sinon on va pas s'en sortir, on n'aura jamais assez de moyens pour suivre tout le monde, et en plus, ce serait pas forcément très, très utile. Ensuite, pour ce qui est de ces sujets-là, concrètement, je pense qu'effectivement, le point central, c'est ce que disait Anis, c'est vraiment la liberté de s'abstenir. Donc, mais c'est aussi la liberté de consommer, ça va dans les deux sens, finalement. Si on prend ces critères-là, je pense qu'ils ont tous, à un moment ou un autre, perdu la liberté. Certains la récupèrent au bout d'un moment. Et puis, il y en a deux, un qui décède, donc manifestement, la liberté était complètement perdue. Et puis l'autre pour qui c'est effectivement un petit peu aussi long. Et je voudrais rajouter un troisième point, puisque vous parliez des symptômes de manque, les symptômes de sevrage. Il faut être bien clair que chez les consommateurs problématiques d'alcool, ceux qui ont des consommations problématiques d'alcool, on a 50% des sujets qui ne font pas de signes de sevrage physique. Donc le sevrage physique, enfin la dépendance physique est une des composantes de la dépendance, qui est plutôt médiée du coup par la neuroadaptation, le fait que le cerveau se soit adapté à la présence du produit, et ce qui fait que quand on retire brutalement le produit, on va rompre l'équilibre qui s'était créé avec, et on a des symptômes de sevrage qui se mettent en place. D'autres composantes qui sont peut-être plus cognitives et qui font intervenir d'autres structures cérébrales que sont la dépendance comportementale et la dépendance psychologique, c'est-à-dire dans le premier cas, une envie de consommer qui viendrait plutôt dans les moments où on a l'habitude de consommer, à certaines heures de la journée, avec certains amis, dans certains endroits, dans certains contextes, et puis de l'autre, pour la dépendance psychologique, plutôt des états mentaux qui sont associés à la consommation, émotions positives, émotions négatives, et on voit bien que là, sur la scène finale, manifestement, l'émotion négative est un premier trigger et l'émotion positive est un trigger énorme qui vient déclencher une consommation d'alcool que je pense être très, très importante. Encore une fois, sans aucun jugement de valeur sur le comportement lui-même. Après, ce que je pense qui est important aussi, c'est que le personnage principal, il est déjà privé de certaines libertés dès le début du film, parce que manifestement, je pense qu'il souffre d'une dépression avant même de commencer à boire. Et il est déjà, on voit le mécanisme aussi de chercher à aller mieux. Enfin, tous en soi, ils cherchent aussi une solution à aller mieux à un problème. Mais lui, déjà, il a une privation d'aller bien, déjà, dans un choix d'aller bien. Alors, je pense que c'est très important de souligner ça. Alors, je me permettrai pas de porter une étude de dépression sur ces éléments-là. Néanmoins, il y a manifestement des items dépressifs, je suis d'accord, des items anxieux aussi, une perte de sens dans la vie, un vrai questionnement existentiel, qui cherche d'une manière ou d'une autre une forme de résolution. Et c'est là où finalement l'alcool va jouer sa fonction de fausse promesse finalement. Avec cette idée que ça va permettre de soulager ces symptômes-là et peut-être arriver à les dépasser. Ça, c'est quelque chose qui vient encore une fois se nicher assez profond dans le cerveau. Hein. Le problème des drogues et ce qui fait que il y a une addiction qui se déclenche, c'est que on a un système qu'on appelle le système de la récompense dans le cerveau, donc une série de structures cérébrales qui sont reliées entre elles, qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution pour finalement récompenser des comportements utiles à la survie de l'espèce. Donc, très schématiquement, à l'époque des hommes préhistoriques, c'était pouvoir manger, avoir suffisamment de plaisir à manger pour pouvoir ensuite aller courir après le mammouth pour aller charger à bouffer, faire de l'activité physique justement pour pouvoir courir après le mammouth, se reproduire, ça c'est le minimum vital, et puis ensuite la capacité à s'adapter à l'environnement et la capacité à supporter ses congénères, donc le côté sociabilité. C'est ce qui a permis que les humains se regroupent en tribus plutôt que de se fracasser la tronche dès qu'ils se rencontraient, et de mettre en place les comportements qui ont été utiles à la survie. Ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Typiquement, faire du sport, avoir des relations sexuelles, bien manger, voir les copains et les copines, c'est des choses qui apportent une récompense cérébrale. C'est montré aussi dans les modèles animaux en laboratoire. On arrive à avoir une stimulation de ce système, notamment par le biais de la dopamine, qui est tout à fait évident et tout à fait démontré d'un point de vue scientifique. Les drogues comme l'alcool, elles arrivent dans ce système comme des gros bourrins en venant déclencher un pic de dopamine extrêmement puissant
qui est pas spécialement attendu par rapport à l'effort qui a été fourni finalement. Et ça, c'est extrêmement bien vécu par le cerveau qui va encoder cette récompense-là et retenir que dans telle situation, consommer de l'alcool a généré au mieux du plaisir, au moins bien un soulagement. Et je pense que vous l'avez tous vécu, hein, quand on sort d'un événement très stressant, un des premiers trucs qu'on fait, c'est de bouffer du sucre avec un truc de chocolat ou n'importe quoi. Donc on voit bien que dans notre quotidien, stimuler le circuit de la récompense, ça génère un soulagement de l'anxiété. Et ça, très clairement, les personnes qui rentrent dans l'alcool, elles sont pas idiotes. Hein. Si elles rentrent dans des consommations d'alcool régulières, c'est en général qu'elles cherchent quelque chose dans ce produit. Donc elles vont l'avoir au début. Et c'est ce qui se passe là. On a toute une phase de lune de miel où ils obtiennent les effets qu'ils attendent de ce produit-là. Sauf que le cerveau n'aime pas spécialement qu'on lui dicte en permanence ce qu'il doit faire, donc il va s'adapter. Il va s'adapter en luttant contre les effets chroniques de la consommation. Il y a trop de dopamine, et ben je vais rendre les récepteurs à la dopamine moins efficaces. Il y a trop de tel neurotransmetteur, je vais le rendre aussi moins efficace. Et à l'inverse, je vais renforcer le neurotransmetteur qui va en face, jusqu'à ce que finalement, le plaisir qu'on obtient dans la consommation va s'amoindrir au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. À l'inverse, le fait de ne pas consommer va générer des signes de manque, effectivement, qu'ils soient physiques, psychologiques, qui vont du coup avoir un effet vraiment bâton, qui va inciter à reconsommer le produit. Et puis, on a progressivement ces cognitions qui s'installent autour de « je peux pas vivre sans, je peux pas m'en passer ». Et il devient extrêmement difficile de sortir de ce cercle vicieux de l'addiction où on est complètement coincé entre l'illusion du plaisir ou du soulagement qu'on peut obtenir et la réalité très concrète du mal-être absolu que ça peut représenter de ne pas consommer. Je ne sais pas si ces personnages-là sont déjà à des stades d'addiction aussi avancés. Néanmoins, on voit bien qu'en termes de pensée automatique, de cognition en lien avec l'alcool, il y a déjà des choses qui se sont installées. Oui, merci, parce que du coup, tu peux nous affirmer que l'alcool n'est pas un traitement à long terme de la dépression, ni de l'anxiété. Ça, merci pour la question. C'est vraiment très très important parce que comme le tabac aussi a parfois des vertus anxiolytiques, très clairement l'alcool en aigu, ça va réduire l'anxiété, ça va réduire la dépression. Ça peut même améliorer l'endormissement. Par contre, le cerveau va s'adapter à ça en rendant plus sensible le système de l'anxiété. Et on voit très très bien dans les études scientifiques, on voit très bien dans la pratique clinique que la consommation chronique d'alcool génère de la dépression, génère de l'anxiété, génère des troubles du sommeil. Donc clairement, c'est pas un remède pour ces symptômes-là. De manière très aiguë, c'est comme une forme d'anesthésiant psychique finalement. Et puis en fait, dès qu'on commence à régulariser les consommations à cet effet-là, on perd l'effet bénéfique attendu. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais dire juste, moi, vu de l'extérieur qui travaille avec vous, les cliniciens, souvent les patients arrivent dans le service d'addictologie avec des symptômes dépressifs plus ou moins importants. Vous parlez rarement de dépression. Au final, vous aidez à arrêter les consommations et vous apercevez que les affects dépressifs, en fait, ils disparaissent avec l'arrêt des consommations. Donc, montrant bien qu'il n'y a pas une dépression véritable. Enfin, en tout cas, pas dans. Je ne parle pas pour 100% des cas, mais dans la majorité des cas. Ouais. Tu avais une réflexion, Enrico? C'était un peu, je trouvais intéressant aussi, justement ce que tu disais, Nico, sur un peu les émotions négatives. Et en fait, c'est un peu toute la difficulté qu'on a parfois avec nos patients en addictologie de laisser imaginer une vie sans alcool, parce que parfois c'est les émotions qui sont associées, et le deuil qu'ils ont de cette vie avec l'alcool, parfois c'est difficile, à la fois parce qu'ils ne se connaissent pas son produit, à la fois parce que son produit sont ce qu'ils nous disent par du temps mal, et que du coup j'ai l'impression par rapport au film aussi qu'il y a un certain moment où clairement je me suis demandé si leur vie sans alcool était une vie heureuse, parce que à regarder les 4 personnages, j'ai un peu cette impression-là, et j'ai trouvé que parfois sur nos patients c'est un peu difficile justement, et on joue beaucoup sur ça. Je peux rebondir, on voulait en profiter pour en parler, mais j'ai expérimenté, entre guillemets, parce que j'y ai pas réussi, Dry January. Cette année, je me suis dit, tiens, je vais faire... donc, je sais pas, qui a entendu parler ou a testé Dry January? Je sais pas si vous pouvez lever la main, juste pour qu'on ait une idée de... Si vous savez à quoi... On n'est pas nombreux. Hein. Voilà. Donc, c'est juste un mois, c'est 31 jours, le mois de janvier. Manque de peau, il y a la galette des rois, l'anniversaire de ma mère. Je crois qu'au 10 janvier... Voilà, le 10 janvier, en fait, j'avais déjà repris un verre de cidre. Je consomme que très ponctuellement. N'empêche que... et je me suis dit que moi, j'avais pas réussi à arrêter de boire, ou en tout cas m'abstenir de boire pendant un mois
de janvier, 31 jours, et que des patients pour lesquels c'était ancré très profondément dans les habitudes, on leur demandait, eux, de concevoir leur vie. Mais c'est comme si moi, on me demandait de concevoir ma vie sans chocolat. C'est difficile à envisager quand même, hein. Donc voilà. Donc juste pour dire, on a parlé de ça aussi lundi, quand on essaie d'expérimenter nous-mêmes, sans avoir, je pense que mon système de récompense par rapport à l'alcool va pas trop mal, n'empêche que, au bout de 10 jours, j'avais repris une bière ou, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis pour bien souligner que effectivement on part du postulat que le trouble de dosage d'alcool, l'addiction à l'alcool est une maladie du cerveau, mais il faut pas oublier que le cerveau il est pas tout seul au milieu de nulle part et qu'il est effectivement baigné dans un environnement. Ce que tu disais Enrico on voit sur bien dans le film la pression. Tout à fait. Ce que tu disais Enrico est très important autour des normes sociales et de l'identité. C'est un des problèmes qu'on a avec les patients qui sont à des stades plus avancés, où effectivement l'alcool a fait le vide autour de la personne, qui n'a en général plus de maison, plus de famille, qui a perdu tous ses amis sauf ceux en lien avec l'alcool, et qui se retrouve un peu à poil quand on fait un sevrage. Et c'est un des facteurs de rechute importants qui, pour le coup, est peut-être dans le cerveau quelque part, mais aujourd'hui, c'est pas encore démontré. C'est plutôt en psychologie sociale qu'on l'explore et où il y a tout un intérêt, justement, à aider la personne à reconstruire des liens en dehors de l'alcool. Et il y a une étude comme ça qui a permis de montrer qu'on réduisait le risque de rechute de 23% chez les patients quand on faisait un atelier qui était spécifiquement dédié au fait de reconstruire un lien social avec quelqu'un qui était en dehors des liens alcool, pas forcément quelqu'un d'abstinent d'ailleurs, mais quelqu'un qui était en dehors des liens habituels avec l'alcool, ce qui montre bien toute cette dimension sociale qui s'ajoute. Et puis effectivement après toute la dimension de normes sociales, toutes ces injonctions à boire qui font qu'il est parfois même difficile de pouvoir se positionner en tant que non-buveur dans une soirée ou autre. Il faut presque se justifier plus que quand on consomme finalement. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste que peut-être vous, les addictologues, vous disiez un mot, parce que ça me fait penser aux réductions des consommations, parce que là, on parle pas mal d'abstinence, de ne pas consommer, mais il y a eu aussi l'apparition de ce concept de réduction des consommations. Peut-être vous pouvez en dire un mot, si justement ça peut permettre de concevoir une vie avec des consommations voire même de réduction des risques, qui est autre chose que réduire juste les consommations, mais bien concevoir, comme tu dis si bien, une vie avec des consommations, mais en limitant le risque au maximum d'apparition, de complications. Et ça, c'est quelque chose pour les gens qui sont là. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour les patients que vous voyez en addictologie, ou est-ce qu'ils sont à un stade trop avancé de la pathologie, ou voilà, c'est quoi votre avis là-dessus? C'est moi qui pose les questions. C'est bien. Je t'en prie, vas-y. C'est plus qu'envisageable en fait. C'est que cette décision-là ne nous appartient pas complètement. Là, je vais juste parler un peu d'addictologie plus spécifiquement. La spécialité médicale addictologie, elle n'a pas pour objectif de dire aux gens il faut boire ou il faut pas boire, il faut interdire quoi que ce soit. En fait, c'est pas nos enjeux du tout. Nous, on se place plutôt du côté de redonner aux patients la liberté, le total sur sa consommation. Liberté de consommer, liberté de pas consommer. Et s'il y a un désir de continuer la consommation, comme a dit Com, effectivement, en réduire les risques et les dommages au maximum. Donc finalement, c'est le patient qui donne... Peut-être 2 mots sur les risques et dommages, parce que... C'est le patient qui donne un peu la ligne de conduite. Évidemment, on peut pas accompagner tout et n'importe quoi. S'il nous dit « je veux boire 2 bouteilles de whisky par jour », ça va être compliqué d'étayer ça médicalement. Et encore, on peut arriver à limiter les risques. Moi, j'ai des patients, ils viennent me voir à 2 bouteilles de whisky par jour. L'objectif thérapeutique, c'est d'être à 1 bouteille par jour. Ça paraît fou de dire à quelqu'un, vous buvez 1 bouteille de whisky par jour, mais c'est déjà à moitié moins que ce qu'il consomme. Et en termes de réduction des risques pour sa santé, c'est déjà extrêmement important. La courbe entre consommation et dommages pour la santé, elle est exponentielle. Donc, finalement, plus on est haut et plus on va avoir un effet important proportionnellement en termes de réduction des risques pour la santé. Ça peut passer aussi par des choses toutes bêtes, comme proposer aux patients d'installer un antidémarreur alcool si c'est vraiment une situation à risque pour lui, s'arranger pour réorganiser les trajets pour pas qu'il se mette en danger à propos de ça, qui réorganise aussi sa manière de faire la fête. Enfin, on peut tout imaginer sans être dans une recherche d'abstinence unique comme objectif, ce qui était le cas de l'addictologie il y a une 30aine d'années. L'idée, c'est vraiment de donner au patient toutes les informations sur les risques associés à sa consommation et ensuite de le laisser décider un peu de ses objectifs. Il y a un élément supplémentaire à rajouter, c'est toute la dimension cognitive, effectivement, où on a des patients comme ça qui perdent la capacité à contrôler leur consommation d'un point de vue cérébral et cognitif. Et là, effectivement, on va accompagner au maximum la récupération du cerveau par la remédiation cognitive. Ça passe aussi par des temps d'abstinence pour que le cerveau puisse récupérer le mieux possible. Et en général, ces patients-là, on finit quand même par poser le constat que c'est très difficile pour eux de modérer la consommation et ils s'orientent plutôt vers un projet d'abstinence. Et puis pour la récupération, autant on a des preuves scientifiques, maintenant c'est bien décrit que l'abstinence amène
à l'amélioration. Nous, on a montré que la réduction drastique, c'est 1 verre par jour. Donc, autant dire pour un patient alcoolique, 1 verre par jour, c'est rien. Hein. Donc, on n'a pas vraiment de preuve que la réduction des consommations, comme tu dis, de passer de 2 bouteilles à 1 bouteille, en tout cas pour le cerveau et la cognition, on n'a pas de preuve que ça diminue les effets néfastes. Pour l'instant, on est plutôt dans des preuves de l'effet de l'abstinence qui est clairement établi là. Je pense aussi qu'il faut pas, encore une fois, je reprends ce mot-là parce qu'il est important, diaboliser la consommation d'alcool. C'est pas l'objectif des addictologues de dire l'alcool c'est mal. Dans la vie, il y a plein de choses qui sont risquées. Vous avez pris tous le risque de vous faire renverser sur le trajet pour venir au cinéma. Je vous remercie d'avoir pris ce risque-là. C'était un petit peu excessif, mais bon, n'empêche que vous avez sûrement fait en sorte de réduire au maximum ce risque. On prend tous des risques tout le temps. Ce que nous, on veut en tant qu'addictologue, en tant que chercheur dans le domaine des addictions, c'est que les patients puissent prendre, que les consommateurs plutôt, puissent prendre ce risque-là de manière éclairée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut garder en tête que l'alcool reste un aliment au regard du droit, et c'est le seul aliment qui a le droit de ne pas donner sa composition. Vous regardez sur les étiquettes, c'est le seul aliment qui se permet de faire ça parce qu'ils ont obtenu ce droit-là. C'est aussi le seul aliment pour lequel on peut vraiment mentir sur les effets. Pendant très longtemps, il y a eu cette idée que 2 verres de vin par jour, c'était bon pour la santé. Ça a été démontré, redémontré, surdémontré que c'était faux. Malgré ça, j'ai encore vu passer il y a 2 semaines de la documentation des lobbies du vin pour nous expliquer que c'était bien de boire 2 verres de vin par jour. Donc, il y a aussi comme ça cette tension entre les enjeux économiques que ça représente, les enjeux culturels que ça représente, et puis la nocivité d'un produit qui est quand même la 2e cause de mortalité évitable en France. C'est quand même 41 000 morts par an. Ça fait 7% de la mortalité à peu près qui pourrait être évitée si les consommations d'alcool étaient moins importantes. Mais par contre, on laisse ce produit en libre circulation. Curieusement, par contre, on veut pas laisser le cannabis s'installer et faire des terroirs de cannabis avec du cannabis du Médoc, du cannabis de Normandie ou je ne sais quoi. Peut-être parce que c'est pas encore un enjeu un enjeu économique, mais ça pose quand même question d'avoir ce produit et le tabac aussi qui reste licite là où d'autres, par contre, restent interdits. Bon, cannabis, ouverture sur un prochain ciné-débat. Nicolas, je vois qu'il est 23 heures passées. Je me demandais une dernière question avant de conclure. Moi, je voudrais parler de l'alcool chez les jeunes. On a parlé du phénomène de groupe et du phénomène social d'identification. Et je suis maman d'adolescents qui vont grandir, qui vont être amenés à faire des sorties, des soirées. Et en tant que parent, quel positionnement on doit avoir et que dire à nos enfants en fait, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que chez les jeunes, l'alcoolisation massive, notamment chez les filles, peut avoir lieu, chez les garçons aussi, mais j'ai l'impression que les filles peuvent être amenées à avoir des consommations excessives. Et je voudrais savoir, quel positionnement parental devons-nous avoir face à un futur adulte en construction ? Alors, je n'ai pas de réponse univoque à cette question. J'ai des pistes, éventuellement, que je soumets à votre réflexion. Effectivement, à consommation égale, une fille a une alcoolémie plus importante. Ça, c'est une question de répartition du produit dans le corps. Et malheureusement, les consommations des filles ont tendance à rejoindre celles des garçons. Surtout sur des phénomènes de binge où on a des consommations qui peuvent soit être très rapides lors de la soirée, voire même des consommations qui débutent avant la soirée. Et on a même maintenant des mécanismes associés de restrictions alimentaires pour faciliter l'émergence des effets d'alcool. Donc des jeunes adultes notamment qui se privent de manger avant de boire pour que ça monte beaucoup plus vite, avec vraiment une recherche d'effet de défense dans la consommation qui détonne énormément avec les consommations des générations précédentes qui étaient beaucoup plus des consommations au quotidien. Ça, très clairement, on a montré aujourd'hui scientifiquement que ça a des effets sur le fonctionnement cognitif, des effets qui sont réversibles, en tout cas en l'état actuel des connaissances de la science. Donc on pourrait se dire c'est pas très grave, après tout, ils sont un peu moins vifs sur le coup et puis ça va mieux après. Le problème c'est que ça cible une période de la vie qui est quand même particulièrement cruciale en termes d'utilisation du fonctionnement cognitif. Et il y a un autre élément problématique, c'est que le cerveau finit sa maturation plutôt autour de 25-30 ans. Ce qui veut dire que tant qu'il est en maturation, il est particulièrement vulnérable à tous les effets de substances qui viendraient de l'extérieur. C'est valable pour l'alcool, mais c'est valable pour à peu près tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que les consommations d'alcool avant 30 ans, c'est un petit peu violent ce que je vous dis là, sont à risque. Et avant 15 ans, c'est particulièrement risqué en termes de vulnérabilisation à l'addiction par la suite. Mais retarder l'âge des premières consommations, c'est globalement, en tant qu'addictologue, plutôt un conseil à donner. Alors c'est même du coup l'axe central maintenant des campagnes de prévention, hein, retarder l'âge du premier verre, retarder l'âge des premières consommations. Et je pense que le mieux c'est d'être
d'être assez cash, en fait, de mettre le sujet sur la table comme tout autre sujet, de poser les pour et les contre sans chercher à diaboliser le produit, puisque sinon ça va plutôt inciter à consommer, en présentant les bénéfices et les risques. Je pense qu'il faut jamais être partiel dans ce qu'on raconte. C'est pareil pour les patients. On va toujours chercher les bénéfices qu'ils ont encore dans les produits, sinon c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Donc présenter aussi aux enfants les avantages de ces produits-là. Ils sont dans une société qui parle beaucoup d'alcool. Je cite cette série qui s'appelle Big Bang Theory, que j'aime beaucoup. Il y a dans tous les épisodes des scènes de consommation d'alcool, dans tous les épisodes. Et il y en a un certain nombre. Donc on peut pas faire semblant, on peut pas cacher ça finalement. On est une société qui boit. Avec des séries des gens qui boivent, il y a de l'alcool partout derrière la caisse, il y en a toujours dans les rayonnages, sur les bouts de gondole. C'est comme les téléphones, on peut pas dire aux enfants regardez pas vos écrans alors que tout le monde est collé sur son téléphone toute la journée. Donc faut sortir d'une certaine forme d'hypocrisie et dire voilà, l'alcool c'est un produit qui est chouette par certains aspects, qui a tel et tel et tel risque. Voilà ce que moi j'en pense, qu'est-ce que tu en penses, on en discute et comme ça on peut construire ensemble un parcours des premières consommations. Laisser la porte ouverte aussi, c'est ce que j'ai vu dans le film, hein, mais laisser la porte ouverte à une demande d'aide. Vous voyez, quand la proviseure parle au début de la première fois qu'elle parle des consommations d'alcool dans la salle de sport, elle banalise tout de suite en rigolant en disant si quelqu'un a un problème, voilà, ça ferme immédiatement la porte à une demande d'aide potentielle. Et donc là encore, si l'enfant a pas le sentiment qu'il peut en parler librement, il aura tendance à dissimuler les consommations et s'il est en difficulté, à ne pas en parler. Je propose qu'on conclue là-dessus. Olivier, est-ce que tu voulais peut-être dire un dernier mot ? Je vous remercie énormément. J'ai trouvé le débat absolument passionnant. J'ai appris énormément de choses. Le film est très intéressant aussi. Moi, je le reverrai. Je ne l'ai pas compris. Je l'ai vu qu'une fois en fait, avec vous là ce soir. Je vais remercier le cinéma, le luxe, s'il m'entend là-haut. Un grand merci à toi et puis à toute l'équipe du luxe. Je vous remercie encore à vous et puis je vais remercier, alors avec un produit légèrement moins addictif, j'espère, quand même, nos 3 conférenciers de ce soir, donc nos 3 participants. Et Anne-Lise, je suis désolé, c'est du chocolat. Parce que du coup, voilà. Je crois qu'on peut les applaudir. Un grand merci à eux. Tom. Merci à tous les deux. Merci à vous tous. Et donc n'hésitez pas, la semaine du cerveau n'est pas tout à fait finie. Il y a par exemple vendredi la journée du sommeil qu'on a inclus dans la semaine du cerveau mais qui existe sur Caen depuis beaucoup plus longtemps que la semaine du cerveau. Donc la journée du sommeil ça démarre à 14h vendredi, c'est au PFRS. Il y a plusieurs conférences qui s'enchaînent avec une séance de yoga en plein milieu et une randonnée pour finir l'après-midi. J'espère qu'il fera beau pour la rando surtout. Ensuite, il y a également une rencontre au Brouillon de Culture avec 2 auteurs psychiatres également parisiens qui ont écrit un livre sur le cerveau des mamans, les modifications cérébrales des femmes qui sont enceintes et qui ont accouché. Donc toutes ces modifications cérébrales du cerveau des mamans. Passionnant comme livre, j'ai presque fini, donc je vais pouvoir l'animer. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un ciné-débat encore, un autre ciné-débat. Alors, il faudra aller à Douvres, c'est au foyer, à Douvres, et c'est sur l'intelligence artificielle. Le film, ce sera Eva, c'est aussi gratuit qu'ici, et avec, le nom va m'échapper, mais un spécialiste du grec, de l'intelligence artificielle, le laboratoire Le Grec. Voilà. Donc, vous pouvez continuer la semaine du cerveau avec nous à Caen, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir aussi les programmes des autres villes, puisqu'il y a beaucoup de conférences en streaming, et donc beaucoup d'événements. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci encore. Bonne soirée.